Rapporteur, vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'année 2023 sera la 6e année consécutive au cours de laquelle les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration augmenteront. Ils s'élèveront à 2 milliards d'euros en crédits de paiement en 2023, soit le double d'il y a 5 ans. Il s'agit ainsi d'un effort budgétaire supplémentaire substantiel. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2022, les crédits demandés sont en augmentation de 34% en autorisation d'engagement et de près de 6% en crédit de paiement. En ce qui concerne le programme numéro 303, Immigration et Asile, il comprend les 3/4 des crédits de la mission. Il finance la politique de l'asile et la lutte contre l'immigration irrégulière. L'action numéro 2, garantie de l'exercice du droit d'asile, finance notamment l'allocation pour les demandeurs d'asile, l'ADA. Sa dotation pour 2023 s'élève à 314 millions d'euros contre 467 millions d'euros, soit une diminution, c'est la seule diminution, de 36% par rapport à la dernière loi de finances. Selon le projet annuel de performance, cette diminution repose sur une projection de 135 000 demandes introduites à l'OFPRA et sur l'hypothèse d'une amélioration des délais de traitement de la demande d'asile qui devrait donc mécaniquement réduire les crédits nécessaires pour l'ADA. Vous l'avez d'ailleurs évoqué, Monsieur le Ministre, et je souhaiterais vous entendre plus longuement sur vos hypothèses en la matière et sur la manière dont celle-ci s'articule avec l'ADA dont bénéficieront les protégés temporaires d'Ukraine. Pour ce qui est de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile, les crédits demandés en autorisation d'engagement sont en hausse de plus de 36%. Cette augmentation s'explique principalement par le renouvellement pour 3 ans de conventions pluriannuelles de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. La dotation pour 2023 permettra le financement de 900 nouvelles places en Outre-mer, portant la capacité du parc à près de 53 000 places. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit également la création de 1500 places en centre d'accueil et d'examen des situations et de 2500 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, soit 4900 places tout confondu. Les crédits relatifs à la lutte contre l'immigration irrégulière connaîtront eux aussi une hausse significative de près de 32% en autorisation d'engagement et de 18% en crédit de paiement. Ils auront pour objet de financer la poursuite de l'augmentation des capacités d'accueil des centres de rétention administrative, nos CRA, de 1859 places en 2022 à 1961 places en 2023, avec la livraison de 90 places au CRA d'Olivet et l'extension de celui de Perpignan. L'action soutien, qui regroupe une partie des moyens nécessaires au fonctionnement courant de la Direction générale des étrangers en France, la DGEF, connaîtra également une très importante augmentation, passant de 5,6 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2022 à 28,5 millions en 2023. Ces dépenses ont pour objet de permettre le développement de nouveaux systèmes d'information. Et sur cette action, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage tant l'augmentation est conséquente ? J'en viens maintenant au second programme de la mission, le programme numéro 104, relatif à l'intégration et à l'accès à la nationalité française. Pour 2023, les crédits du programme s'élèvent à 543 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, soit une hausse, là aussi, de 24,3% par rapport à la loi de finances initiale pour 2022. L'augmentation massive des crédits permettra la poursuite du déploiement du programme d'accompagnement global et individualisé pour les réfugiés, ce qu'on appelle le programme AGIR. À terme, l'objectif de celui-ci est de proposer à chaque bénéficiaire de la protection internationale un accompagnement, notamment vers le logement et l'emploi. L'action numéro 16, accompagnement des foyers de travailleurs migrants, connaîtra une augmentation significative de ses crédits de près de 40%. Ces moyens supplémentaires permettront de mieux concourir à la mise en œuvre du plan de traitement des foyers et un meilleur accompagnement de leurs résidents. Au-delà de ces chiffres, pour ce premier exercice de la vie budgétaire de la 16e législature, j'ai fait le choix de m'intéresser en particulier à l'admission exceptionnelle au séjour et à l'application de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls.
Je tiens particulièrement à remercier en amont de ma présentation l'ensemble des personnes que j'ai entendues, l'ancien Premier ministre, M. Manuel Valls, les représentants des ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, des préfectures, de l'Union nationale des missions locales, le directeur général de l'OFII, la Défenseure des droits, les très nombreuses associations, ainsi que des responsables syndicaux et des avocats spécialisés en droit des sans-papiers. Ils ont été nombreux, en plus de leur audition, à me transmettre des contributions écrites étayées qui ont été naturellement très précieuses pour mes travaux. Je remercie également particulièrement les services de la préfecture de police de Paris et de celle du Rhône qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont réservé un accueil et des échanges très sincères et riches. Alors vous le savez, mes chers collègues, les articles L435-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, posent un régime d'admission exceptionnelle au séjour qui permet de régulariser des étrangers sans papier qui ne remplissent pas les conditions relatives à l'admission au séjour de plein droit. Alors la lutte contre l'immigration irrégulière constitue naturellement une priorité, mais dans certains cas exceptionnels comme son nom l'indique, eh bien ce pouvoir de régularisation est essentiel. Il permet de répondre à des situations humaines en admettant au séjour des étrangers sans papier ayant notamment développé des attaches en France ou bien qui se sont insérés dans le marché du travail. Les critères sont pour chacun des motifs très nombreux et stricts. Ces régularisations se font au cas par cas, mais la circulaire Valls est venue préciser au préfet les critères permettant d'apprécier une demande d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour. Pour rappel, et ce chiffre est important, l'admission exceptionnelle au séjour concerne environ 30 000 étrangers par an. Ce choix de thème a requis que je m'intéresse en premier lieu aux problématiques d'accès aux préfectures. Le public de l'admission exceptionnelle au séjour fait en effet face à des difficultés en la matière. Alors, celles-ci s'inscrivent toutefois dans un contexte plus large et concernent l'ensemble des étrangers. Alors, j'ai bien sûr eu le souci, dans le cadre de cette thématique, d'être respectueuse du périmètre de la mission Immigration, Asile et Intégration au regard de celui de la mission Administration générale et territoriale de l'État, mais cette question de l'accès aux préfectures est essentielle en matière d'admission exceptionnelle au séjour et ne pouvait échapper à mes travaux. Comme vous le savez, mes chers collègues, la dématérialisation recouvre deux réalités s'agissant de l'accès aux préfectures. Celle du recours aux plateformes numériques pour prendre un rendez-vous auprès des services de l'immigration et celle de la dématérialisation de la constitution des demandes de titres. L'admission exceptionnelle au séjour n'étant pas à ce jour concernée par ce second volet. Quelques mots toutefois sur celui-ci, en particulier sur l'administration numérique des étrangers en France, l'ANEF. J'ai été interpellé à de très nombreuses reprises sur les difficultés qui résultent du déploiement de l'ANEF. De nombreux bugs ou dysfonctionnements qui pénalisent en premier chef les usagers, mais qui créent aussi des surcharges de travail pour les préfectures et leurs agents, pour les associations, et l'immense défi organisationnel qu'ils représentent pour les services préfectoraux qui doivent s'adapter à cette évolution. Alors j'ai bien conscience, Monsieur le Ministre, de l'immense défi technique que représente le déploiement de l'ANEF pour votre administration, et je formule le vœu que ces problèmes soient rapidement surmontés pour les usagers comme pour l'ensemble des personnes concernées. S'agissant des difficultés de prise de rendez-vous, cette problématique est largement connue et documentée. Elle résulte d'un sous-dimensionnement des effectifs au sein des services concernés et touche l'ensemble des étrangers, mais singulièrement le public de l'admission exceptionnelle au séjour. Dans certaines préfectures, les étrangers sollicitant une admission exceptionnelle au séjour ne doivent plus prendre un rendez-vous en ligne, mais faire parvenir un dossier, et elles sont ensuite contactées pour la prise de rendez-vous. J'ai pu constater et déplorer naturellement que les délais d'instruction sont particulièrement longs, quand bien même les délais ont été améliorés, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Ministre. Mais dans l'une des préfectures étudiées, par exemple, de nombreux dossiers déposés en 2019 n'ont toujours pas été instruits. Alors sur ce premier sujet, je formule plusieurs propositions qui dépassent le seul champ de l'admission exceptionnelle au séjour. Assurer un dimensionnement plus adapté des effectifs des services préfectoraux en charge des étrangers, garantir une voie alternative à la prise de rendez-vous en ligne, comme exigé par ailleurs par le Conseil d'État en juin dernier, maintenir des guichets ouverts au sein des préfectures pour les demandes spontanées. Alors j'ai bien conscience que ces guichets sont gourmands en effectifs, mais ils sont indispensables. Et repenser le système d'octroi des rendez-vous pour le sécuriser, l'uniformiser
et éventuellement à terme réfléchir à des attributions automatiques de rendez-vous calées sur la date d'expiration du précédent titre. En matière d'admission exceptionnelle au séjour, je tiens à souligner le rôle central joué par les associations qui accompagnent les étrangers. La qualité et la régularité des échanges entre les préfectures et ces associations sont essentielles. Je sais par ailleurs que ces relations se sont tendues à plusieurs endroits du territoire et je formule le souhait que des espaces de dialogue s'y recréent. Je suis en outre, comme nombre de vous, mes chers collègues, j'en suis persuadé, régulièrement interpellé par des maires et des élus locaux qui accompagnent et soutiennent des familles installées sur leur territoire, qui les connaissent bien, qui savent leur lien avec l'école et la vie locale, et qui sont certainement aptes à évaluer leur intégration dans notre société. J'aimerais ainsi qu'une forme de parrainage républicain par ces élus puisse entrer dans les critères d'évaluation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En second lieu, je me suis naturellement intéressé à l'application de la circulaire Valls sur notre territoire. J'indique que le Conseil d'État a précisé dans une décision de 2015 que l'étranger en situation irrégulière ne pouvait se prévaloir des lignes directrices de cette circulaire devant le juge administratif et que cette analyse a été confirmée vendredi dernier par le Conseil d'État, saisi de nouveau sur ce point. Alors qu'elle fêtera dans quelques semaines sa 10e année, les critères de la circulaire Valls semblent aujourd'hui encore faire l'objet d'un certain consensus. Ces limites résident toutefois dans son application. Il ressort de mes auditions que la circulaire est très inégalement appliquée sur le territoire. D'après certaines associations, plusieurs préfectures ne l'appliqueraient d'ailleurs plus du tout. Parmi celles qui l'appliquent encore, d'importantes différences d'instruction ont été relayées entre préfectures et parfois même entre agents d'une même préfecture. L'AES relève du pouvoir d'appréciation du préfet et la circulaire contient de simples orientations générales. Il est donc naturel qu'il existe des différences de traitement des demandes sur le territoire, mais celles-ci semblent dépasser de loin ces écarts acceptables et constituer de véritables inégalités de chance face à la procédure. Monsieur le ministre, je sais que vos services travaillent à l'identification des pratiques sur le territoire et à leur harmonisation. Je souhaiterais recueillir vos observations et vos intentions sur ce point. Enfin, mes travaux m'ont conduite à m'appesantir sur la dimension travail de l'admission exceptionnelle au séjour qui a concerné 7000 personnes en 2020. Le système est paradoxal puisque le travail des étrangers en situation irrégulière est interdit, mais que l'exercice de cette activité leur permet, in fine, sous certains critères strictement définis, d'obtenir un titre de séjour via l'AES. Il me semble utile de faire évoluer le dispositif dans deux directions. En premier lieu, le dispositif requiert aujourd'hui que l'employé soit accompagné dans la procédure par son employeur, ce qui exclut injustement du dispositif certains employés qui ne bénéficient pas de ce soutien. Monsieur le ministre, vous étiez exprimé sur ce sujet le 20 septembre dernier, ici même. Vous regrettiez qu'un travailleur sans papier doive être soutenu par son employeur pour sortir de la clandestinité, et je vous cite, vous disiez « Je pense que c'est un rapport de force qui n'est pas positif pour le salarié. Quels sont les projets du gouvernement en la matière ?» Il me semble également plus largement indispensable de simplifier et de moderniser cette procédure pour embrasser davantage de situations, notamment celle des auto-entrepreneurs, et pour la rendre plus en phase avec les besoins massifs de main-d'œuvre au sein des secteurs en tension. Également pour protéger ceux qui seraient susceptibles d'être embauchés par des employeurs peu scrupuleux et abusant de leur situation de vulnérabilité, mais aussi pour protéger les employeurs, très nombreux, qui souhaitent embaucher correctement, en toute et pleine égalité, et rapidement des personnes en attente de titre de séjour. Alors avant d'examiner tout à l'heure plus précisément les amendements, chers collègues, permettez-moi de vous dire avec une certaine malice que j'ai pu constater un point commun parmi tous vos amendements. Ils modifient le seul programme de lutte contre l'immigration irrégulière. Alors à ma gauche, on le déshabille pour créer X places supplémentaires dans les centres provisoires d'hébergement des réfugiés, pour abonder des actions d'accompagnement des réfugiés pour prendre en compte les coûts sociaux de l'inflation, pour abonder le budget d'allocation pour demandeurs d'asile. Et à ma droite, eh bien c'est l'exact opposé. On abonde conséquemment ce même programme de lutte contre l'immigration irrégulière, notamment pour augmenter notre parc de CRA. Alors, au-delà des postures, justement, j'y viens au centre, au-delà des postures qui peuvent avoir cours sur cette thématique, j'ai mené ma mission avec objectivité et humilité, en cherchant l'équilibre ô combien délicat, insatisfaisant, voire impossible à trouver, je veux bien le reconnaître, entre l'accueil réel et effectif qu'on doit mettre en place pour les femmes, les enfants, les hommes qui arrivent dans notre pays, et la fermeté absolue vis-à-vis de ceux qui résolument
n'ont aucune intention de s'intégrer dans notre société, dans notre République. Faire vivre la fraternité de notre devise d'un côté, protéger notre République et nos valeurs fondamentales de l'autre, l'un et l'autre ne sont pas du tout irréconciliables, bien au contraire. Et je suis même convaincu que nous pouvons à la fois humaniser encore bien davantage notre politique d'accueil, tout en luttant drastiquement contre l'immigration irrégulière. Que ceux que nous accueillons, nous les accueillons vraiment, pleinement, et que ceux que nous refusons, nous fassions de la même manière. Comme me disait encore hier un élu qui venait me parler de la situation d'une famille étrangère, il faut juste qu'on sache, le ni n'est pas tenable, soit c'est oui, soit c'est non. Et au-delà de l'examen des crédits de cette mission, je ne doute pas, Monsieur le ministre, que la future loi Asile permettra un certain nombre d'avancées. Je vous remercie. Merci.